Hollywood, 1939. Dans le strass et les paillettes d'un Hollywood à l'apogée de son âge d'or, le Hollywood Tower Hotel était une star à part entière. Le lieu de rencontre de l'élite du show business. Cette introduction est celle de l'attraction La Tour de la Terreur à Disneyland Paris. Elle a constitué pour moi ma découverte de l'âge d'or d'Hollywood. Cette petite séquence de quelques secondes m'a fait m'intéresser à cet univers mythique. Avec la sortie de la série Netflix Hollywood sur le même sujet, je me suis dit que c'était le moment idéal de vous présenter un nouveau concept qui nous fera voyager dans le temps à la découverte des secrets et des influences de la pop culture actuelle. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir la face cachée de l'âge d'or d'Hollywood. Tout d'abord, mettons en place le contexte de l'époque, histoire que l'on soit tous au même point. Je ne vais pas revenir en détail sur la création d'Hollywood, puisque ma pote Mélanie de la chaîne La Manie du Cinéma vient de sortir une vidéo sur le sujet vers laquelle je vous renvoie si ça vous intéresse. Ce qu'on appelle l'âge d'or d'Hollywood correspond à la période s'étalant des années 1930 aux années 1950. En effet, en 1930, alors que le monde et particulièrement les États-Unis connaissent une crise sans précédent, l'industrie du cinéma résiste tant bien que mal et reste le seul divertissement accessible à l'ensemble de la population, permettant de s'échapper des temps un peu sombres. Derrière viendront trois autres tournants majeurs, l'arrivée du son, la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée de la télévision, mais on en reparlera un peu après. Bref, à cette époque, Hollywood est dirigé par une caste très limitée de gros studios qui produisent mais aussi distribuent dans les salles les films. Los Angeles est alors vu comme la ville de tous les rêves, où un inconnu peut faire fortune en partant de rien. S'appuyant un peu sur le même mythe que celui de la ruée vers l'or, Hollywood diffuse cette image d'effervescence et d'opportunité dans le monde entier et encore aujourd'hui. Pourtant, si des ascensions de stars comme Charlie Chaplin, un jeune immigré sans sous, existent, il convient de ne pas oublier les côtés sombres que pouvait avoir l'industrie et le rejet systématique de certains individus. Ce rejet peut être relié en partie au code ACE, établi en mars 1930, qui fait suite à la mort de l'actrice Virginia Rape, qui aurait été abusée et tuée par l'acteur-réalisateur Roscoe Arbuckle. Face à ce scandale monté en épingle par la presse et un autre survenu un peu après sur fond de bisexualité, Hollywood commence à être vu comme un lieu de vice et de déviance. Les gros studios qui avaient alors le monopole décident de mettre en place une autocensure. Ainsi, plus aucune image suggestive dans les films, menant certains réalisateurs à montrer un train rentrant dans un tunnel pour symboliser une scène de coït comme Hitchcock avec La mort aux trousses. Cette censure s'applique au film mais aussi à la vie publique où le respect des mœurs est désormais de mesure. Il ne sera pas alors question de faire d'Hollywood un enfer, surtout pour l'époque, mais je trouvais important de sortir de cet idéalisme d'une époque où tout le monde avait les mêmes chances. Ainsi, je vous propose de voir la réelle histoire d'Hollywood, sans pour autant que je ne reste attaché à cette période et à cet univers que je trouve fascinant. De plus, chaque information que je vous donne sera encore une fois à remettre dans le contexte de l'époque, où les droits des individus étaient bien plus limités qu'ils ne le sont actuellement. Commençons par aborder le sujet des femmes. On entend souvent dire que les femmes sont victimes de discrimination dans le milieu du cinéma, notamment américain, et j'ai même réalisé une vidéo à ce sujet. Pourtant, à l'époque, ce n'était pas particulièrement le cas à Hollywood. En effet, depuis le début du cinéma, les femmes se sont investies à tous les niveaux. Et si on retrouve peu de réalisatrices ou de productrices, elles ne sont pas pour autant complètement absentes. Il y avait alors beaucoup de femmes scénaristes, mais aussi techniciennes, et pas mal d'actrices connues étaient bien mieux payées que leurs partenaires masculins. Il faut savoir que 70% du public qui allait dans les cinémas à cette époque était composé de femmes. Enfin, certes, l'image de la femme véhiculée dans les films n'est pas celle d'une personne forcément forte et indépendante, mais beaucoup de longs métrages sont focalisés sur des personnages féminins. Alors si la place de la femme était clairement loin d'être parfaite, ce n'était pas la catégorie de la population la plus à plaindre. Même si évidemment on était très loin de l'égalité homme-femme, on n'y est toujours pas aujourd'hui, donc voilà. Mais vous verrez, il y avait pire. Parce que le pire était probablement réservé aux personnes de couleur. Effectivement, la discrimination raciale est alors omniprésente dans la société américaine de l'époque. Les rôles attribués aux noirs sont extrêmement rares, la plupart du temps secondaires et souvent des rôles d'esclaves ou de domestiques. Et ce, malgré le premier Oscar attribué à une femme noire en 1940 en la personne de Hattie McDaniel qui jouait une domestique dans Autant en emporte le vent. Pour que vous puissiez vous situer, lors de la cérémonie, elle n'avait même pas le droit de s'asseoir à la même table que les autres acteurs. Dans sa vie, Hattie McDaniel a joué 74 rôles, à chaque fois des domestiques. S'il ne faut pas faire de son cas une généralité, cela montre bien l'intégration complexe des Noirs à Hollywood à cette période. L'Organisation de défense des droits civiques, NAACP, l'avait accusé de contribuer à renforcer les stéréotypes raciaux. À cette critique, elle répondait souvent « Je préfère jouer la bonne qu'en être une ». À ce titre, on peut aussi citer Sidney Poitier, un très grand acteur, peu reconnu à sa juste valeur, qui a joué par exemple un esclave affranchi.
Aussi, une minorité était très mal vue à cette époque, ce sont les LGBT. Pour rappel, à ce moment-là, être gay était considéré comme une maladie qu'il fallait soigner. Autant vous dire que la représentation dans les films était alors proche du néant. Cependant, grâce ou à cause de Scotty Bowers, nous en savons plus sur les coulisses de l'époque et notamment sur la proportion non négligeable d'acteurs et d'actrices gays ou lesbiennes. C'est d'ailleurs l'histoire de Scotty qui a inspiré la série Netflix Hollywood puisqu'il était le gérant de tout le système autour de la station essence qui donnait des services à des acteurs un peu plus que de l'essence quoi. Bref, on a ainsi appris que des acteurs tels que Cary Grant ou encore César Romero, qui jouait le tout premier Joker, étaient gays. Du côté des femmes, après sa mort, on a appris que Joan Crawford aurait eu une relation avec Marilyn Monroe. Sauf que, comme je vous l'ai dit, à l'époque l'homosexualité était interdite et aucun acteur n'était publiquement LGBT. Un magazine nommé Confidential s'était même spécialisé dans la divulgation de la sexualité des personnalités. En cas d'article vous dénonçant comme gay ou lesbienne, votre carrière était terminée. Et si, au sein même d'Hollywood, cela ne posait pas vraiment de problème, des mariages étaient parfois arrangés pour contrecarrer toute potentielle rumeur. Ainsi, Rock Hudson s'est retrouvé marié à sa secrétaire alors qu'il était gay et que dans le milieu, tout le monde semblait le savoir. Enfin, la dernière catégorie de personnes qui étaient rejetées durant l'âge d'or d'Hollywood sont les communistes. Nous sommes en plein début de la guerre froide et en 1947, une liste de personnes suspectées de sympathiser avec le parti communiste a même été établie à Hollywood. La conséquence fut simple. Chômage, je suis au chômage. De plus, si vous étiez suspecté, vous deviez dénoncer tous vos proches adhérents au parti communiste. Une vraie chasse aux sorcières s'était alors lancée, n'étant pas sans rappeler le film Invasion of the Body Snatchers, dans lequel un médecin voit toute la population se faire remplacer par des extraterrestres sans que personne ne s'en rende compte. La méfiance était alors de mise et parfaitement retranscrite dans ce film que je vous conseille. Et les conséquences se firent ressentir assez loin puisque Charlie Chaplin lui-même dut attester de son désamour de la gauche pour rentrer sur le sol américain après un voyage, ce qu'il refusa et ce qui explique sa fin de vie à l'étranger. Et si je vous propose cette liste non exhaustive de populations rejetées durant cette période, ce n'est pas pour dire qu'Hollywood était particulièrement horrible à l'époque. Ce qui est faux, au contraire, c'était parmi les lieux les plus ouverts d'esprit des États-Unis. Mais je trouve que ça met parfaitement en évidence cette culture de l'image qui a selon moi connu son summum à ce moment-là. Pour une raison simple, tout ce qui ne plaisait pas ou n'était pas vendeur était rejeté purement et simplement. Dans une société où les réseaux sociaux n'existent pas et où le média le plus puissant est le cinéma, il n'était alors pas compliqué de façonner l'image d'Hollywood selon le désir des producteurs qui avaient alors un quasi monopole sur le marché. On retrouve cette thématique dans les films Singin' in the Rain ou Sunset Boulevard, que je vous conseille de voir à tout prix. Dans ces films, on retrouve des actrices rejetées du système hollywoodien suite à l'arrivée des films parlants. Si ce phénomène a vraiment eu lieu, il est pour moi aussi une métaphore de l'ensemble des minorités qui étaient complètement passées sous silence. Que vous soyez gay ne dérangez pas grand monde tant que vous ne le disiez pas trop fort. Cette période est marquée par une très grande instabilité. De nombreux acteurs ou réalisateurs comme John Ford ou James Stewart sont allés au front faire la guerre. La question sociale n'est alors pas considérée comme une priorité. Il faut avant tout permettre aux spectateurs de rêver. L'objectif est d'avant tout de défendre les valeurs américaines face aux communistes et au totalitarisme d'Europe. Les citoyens ont alors besoin de se rattacher à des valeurs et deviennent bien plus hermétiques au changement. Pour conclure, je voulais ouvrir sur la suite, ce qui a suivi cet âge d'or, où on avait plein de comédies musicales, plein de comédies tout court, avec des films très lumineux, très joyeux. Et bah c'est drôle parce qu'il y a un énorme contraste avec la génération qui est arrivée après, celle notamment de James Dean, qui a commencé à faire un type de film beaucoup plus social, centré sur l'individu, et ramène le cinéma américain et hollywoodien à quelque chose d'un peu plus terre à terre. Voilà donc la face cachée de l'âge d'or d'Hollywood. En tout cas, j'espère que ce nouveau concept vous a plu. Je demanderai des gros partages pour cette vidéo parce que c'est un sujet qui est pas forcément aguicheur, qui attire pas forcément à première vue. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. J'attends en commentaire tous vos retours. J'en ai absolument besoin pour le coup, que ça aille de la miniature à la musique de fond, à mon débit de parole ou à même ce que je raconte. On se retrouve dimanche prochain à 15h pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao.